star, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours eu tout le monde à ses pieds. Lorsqu'on a interdit l'Union des populations du Cameroun, les UPCistes sont en... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition. Le programme, c'est La Voix du Livre. À travers cette grande télévision Line TV, qui est votre télévision culturelle. Pour cette nouvelle édition de La Voix du Livre, nous allons donc à la rencontre de ceux-là qui font dans le domaine des arts, des métiers et surtout des lettres. Alors, de temps en temps, nous avons ici sur ce plateau des invités, ceux-là qui ont commis des ouvrages, ceux-là qui sont dans la recherche et ceux-là qui sont des scientifiques. Et comme il est de coutume, aujourd'hui, vous ne serez pas dessus. Nous sommes en compagnie, effectivement, d'un auteur, d'un écrivain, mais aussi d'un médiateur. Un médiateur, cela suppose que dans son ouvrage qu'il a commis, il y a dedans tout un projet qui doit être mis sur pied et qui fonctionne normalement. Alors nous avons jugé utile de l'appeler sur ce plateau pour ensemble nous pouvons parcourir ce grand projet. Alors, chers amis téléspectateurs, vous ne serez pas dessus. Pour cette nouvelle édition, nous allons donc parler effectivement d'un programme de médiation pour le développement local en Afrique, en abrégé MID. Alors, c'est un programme innovateur qui a un fond innovant et surtout inconnu. Alors, l'auteur, il est tout simplement expert de la finance islamique de son État. Le nom c'est Cheikh Aliou Yuan est le pionnier, vous savez, c'est un pionnier du principal du système de la médiation, comme je disais tantôt. Alors, il a commis cet ouvrage et il y a beaucoup de zones d'ombre qu'on aimerait en savoir. Et nous savons que beaucoup qui êtes là, des étudiants et vous qui nous suivez, vous aimeriez savoir quel est ce programme et si c'est un programme innovateur, comment vous faire entrer dans ce grand projet. Alors, salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, on est fiers que vous avez encore trouvé un peu de temps pour revenir sur ce plateau parce que le premier ouvrage que vous avez commis, on a essayé de l'aborder. Alors, pour en finir avec ce grand projet, nous voulons effectivement en parler, le dernier livre, les derniers ouvrages que vous avez commis et que vous avez en profondeur effectivement ce programme. Alors, nous savons que ce programme, comme vous l'avez dit la dernière fois, c'est un programme qui n'a pas été facile. Il a fallu que vous alliez sur le terrain pour effectivement avoir des idées un peu claires. Et c'est au retour de là que vous avez mis ce programme sur pied. Cela suppose que c'est un programme qui est un programme averti pour des spécialistes. Alors, ce qu'on voudrait donc, la question que je voudrais savoir, je voudrais qu'en quelques mots, comment vous présentez le programme de médiation pour le développement local en Afrique? Donc, comment vous présentez cet organisme? Je commence d'abord par remercier le Créateur qui m'a donné cette force, cette capacité de méditer profondément sur les problématiques des questions de développement en Afrique. Et vous savez bien qu'avec les nombreux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, l'Afrique, ce berceau de l'humanité, et ce creuset du savoir qui normalement reste encore à explorer. Et les chercheurs doivent comprendre que ce pays, ce continent a besoin de plus de travail et des personnes qui doivent se sacrifier pour son essor sur le plan de développement. Et nous avons donc parlé de la médiation parce qu'ici, il s'agit en fait d'anticiper sur tous les conflits. Vous savez que les problèmes de développement, quand on parle de développement, on parle d'abord de la paix. Et quand on parle de la paix, on parle également de la sécurité. Et il faut donc négocier avec les gens leur propre vivre ensemble. Il faut donc partir du fait que les personnes sont généralement, pensent conflictuelles. Et qui trouvent des solutions, des méthodes pour pouvoir les remettre en cause et enfin de projeter à partir des communautés locales un développement plus inclusif. Voilà, donc nous avons pensé que l'Afrique a besoin d'un travail à la base, de la base par la base pour la base. Alors, c'est un programme innovateur. Alors, la question que je voudrais savoir, disons, selon vous, comment a été le socle? Quels sont les atouts qui vous ont poussé dans l'élaboration de ce projet? D'abord, nous avons plusieurs atouts. Vous savez que le continent africain, les localités en Afrique
avec leur diaspora, sont toutes organisées en Europe. Et à l'intérieur de l'Afrique, chaque pays ou chaque village a des diasporas structurées. C'était là les atouts que nous avons pensé qu'à partir de la diaspora africaine ou la diaspora des villages, on pouvait lutter contre le développement à la base. Un autre atout, nous avons les localités en Afrique, ils ont des traditions anciennes. Ça veut dire nous pouvons valoriser ces traditions et les enrichir. La cohabitation pacifique en Afrique aussi est quelque chose déjà de gagné. Dans plusieurs localités, les familles cohabitent pacifiquement. Et encore, des problèmes que nous voyons dans d'autres cieux, où les religions se combattent et ne se côtoient pas. Les chrétiens et les musulmans, dans des familles, il y a même des familles où tu trouves les musulmans avec des chrétiens, dans les mêmes familles, il n'y a aucun problème. Donc, et les localités africaines sont favorables à l'agriculture et à l'élevage. Donc, il n'y a pas d'espace qui ne produit pas. Il y a tout un des atouts qu'on peut travailler dessus pour donner à l'Afrique d'autres moyens d'impulsion au développement. En même temps, la lutte contre le chômage des jeunes en Afrique, qui est déjà un problème pour nos gouvernements, est déjà un atout. Parce que l'État demande à tout acteur du développement de participer à pouvoir résoudre les problèmes de ce chômage. Donc c'est un atout. Et en même temps, en Afrique, les femmes et les jeunes sont solidaires. Et on a une jeunesse dynamique, on a des femmes dynamiques. Ce sont des atouts. Et les peuples africains sont hospitaliers. Ça veut dire que si vous avez des personnes qui veulent investir en Afrique, ils vont trouver de l'hospitalité. C'est un atout. Et les deux, quand vous mettez en place un programme, quand actuellement l'Afrique est victime de ce que j'appelle aujourd'hui la non-mature, elle n'est pas mature sur le plan des politiques. Il y a trop de conflits au niveau des politiques. Maintenant, l'Afrique, les peuples africains ont besoin d'une voie médiane qui peut normalement fédérer les difficultés, les dérapages que la politique a causés de gauche et de droite. Actuellement, on a besoin de penser les plaies. Donc les gens peuvent adhérer à un programme de médiation en Afrique, par famille, par localité, par quartier, pour que les gens sachent actuellement que les problèmes politiques ne peuvent pas les diviser. Et que ce n'est pas les partis politiques. Quand on va dans des problèmes politiques, on doit faire l'effort de finir. Dès qu'on finit avec les unes, on rentre en famille, on jubile. Celui qui passe, il est là pour le développement de tous. Donc c'est un atout. Et en même temps, un peuple qui est à l'origine d'un programme. Vous savez que chaque fois que les projets de développement viennent de l'extérieur, généralement pour l'Afrique. Maintenant, quand c'est initié par les Africains, ça veut dire que tous les Africains, chacun va dire non, ça c'est quand même le nôtre. Nous avons un autre programme pour nous. Nous avons un programme qui vient de l'Afrique, qui n'est plus copié-collé des autres. C'est un travail fait à la base par les Africains qui a duré au moins 20 ans de recherche. Donc c'est un atout pour que les Africains l'embrassent. Alors, c'est des atouts vraiment que nous maîtrisons et que nous avions au quotidien. Alors, vous avez parlé tantôt des atouts de réunification, c'est-à-dire des atouts de vivre ensemble. Alors, ces atouts, je crois quand même qu'aujourd'hui, il y a quand même des coins retirés, par exemple au Cameroun, où des gens se sont réunis en réunion, où des gens se sont réunis en association ou en ceux qui font des tontines. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas déjà une réponse, ou alors c'est pas de cette manière que vous parlez de l'unité? Non, je dois vraiment le dire clairement que quand on parle des atouts, oui, ce n'est que des choses qu'on a observées. Mais ça ne veut pas dire que tout est bon. Oui. Il y a des solutions qu'on doit normalement mettre en place comme défis à relever. Et ces défis sont énormes. Il faut d'abord commencer par éliminer la confusion et les extrêmes dans la politique, en même temps dans la religion, même dans la tradition. Quand les Africains aujourd'hui, sur le plan politique, sont dans tous les extrêmes, même l'espace laïque, il y a tous les extrêmes dedans. Et quand même au niveau des religions, les gens ne sont pas tolérants. Quand au niveau des traditions, ils ne sont pas tolérants. Si on n'élimine pas les extrêmes dans le débat politique, si on n'élimine pas les extrêmes dans les problèmes religieux, si on n'élimine pas les extrêmes au niveau des traditions, on ne peut pas avancer. Et il faut également former des leaders éclairés. Ce sont des solutions envisagées, réalistes et véridiques, qui ne prêchent pas l'exemple. Il faut normalement des personnes qui sont capables de porter, parce que pour qu'il y ait un développement, il faut des leaders. C'est pour cela que nous parlons plus de jeunes qui doivent faire dans ce projet. C'est-à-dire qu'ils sont des universités qui peuvent déjà prendre ça comme leur plan de carrière. Parce que vous savez que chaque fois que vous avez dans un quartier un enfant qui a déjà le bac, on attend qu'il soit leader. Tout à fait. Et quand il est à l'université, on attend pas seulement qu'il passe à soi quelque part à Yaoundé. On attend qu'il pense développement local.
Toute la famille pense déjà que nous avons un leader. Donc ces gens-là doivent être créés, c'est un atout. Et il faut en même temps supprimer le débat stérile. Au sein, qui sont objectifs? Il faut supprimer la propagande mensongère dans les rangs des élites. Parce que ce sont des choses de frein. Il faut en même temps faire que nous éduquons une jeunesse. Parce que la jeunesse, quand il y a une morale religieuse à la base, on sent que la moralité même est tout à fait religieuse. Hein? Parce que le fait que quelqu'un pense qu'il va mourir, qu'il va quitter ce monde, ça le discipline. Tout à fait. Quelqu'un qui croit que le Créateur le voit partout où il est, il ne va pas seulement avoir peur de la police. Il va avoir peur que l'œil du Créateur est sur lui. Il faut un développement religieux qui permet à quelqu'un d'être conscient dans les actes qu'il pose. Il faut même la promotion du patriotisme. Parce que si les gens n'aiment pas leur patrie, vous savez que pour qu'on se développe, il faut qu'on aime bien ce Cameroun. Il faut que l'Africain aime toutes les terres africaines, doivent être rationalisées, il faut l'aimer. Il faut faire accroître le taux de sacrifice autour des projets d'envergure à long terme. Le grand problème de l'Afrique, quand on met sur pied un projet pareil, vous allez dire que quelqu'un arrive, il veut juste voir les fruits dans un an. Oui, beaucoup d'Africains ne sont pas passés. J'étais en Turquie avec des collègues. Quand j'ai commencé à présenter ce projet aux Africains qui sont venus avec nous, c'était un colloque international. Ils m'ont demandé, quand j'ai dit, bon, ça dure 20 ans, ils disent, mais ils ont dit que ce n'est pas réalisable. Pourquoi ça n'a pas été, ça ne marche pas depuis 20 ans? Ça veut dire que ça ne marche pas, ça marchera. Ils disent, c'est une recherche. Les gens ne sont pas prêts à pouvoir militer dans un projet à long terme. Maintenant, les fruits sont déjà là, vu que le projet, il y a des écrits, il y a des actions, il y a sur le terrain, il y a des activités. Mais après 20 ans de recherche, il faut aussi apporter des solutions adéquates à les zones rurales. Parce que si l'Afrique doit se développer, on ne doit pas vider les villages. Tout à fait. Les villages aujourd'hui sont presque vidés, les plantations sont vieilles et les parents sont aussi vieux comme les plantations. Donc les enfants sont à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau de ce qu'on appelle ici l'orientation de la formation, au niveau même de l'intégration des intellectuels dans la sphère du travail. Il y a un problème. Il y a un problème parce que la formation ne renvoie pas. Quand on embauche les jeunes, tous espèrent travailler à Yaoundé ou quand ils arrivent travailler dans les grandes villes, mais les zones rurales. Et ces métiers aussi ne sont pas développés, l'agriculture, l'élevage. Et il n'y a même pas de l'industrie au niveau des zones intermédiaires. C'est pour cela qu'il faut qu'on développe ces zones et on permet que dans chaque arrondissement, on ait une micro-industrie à côté. Nous appelons les villages industriels, qui sont modernes, qui peuvent permettre le retour des jeunes partout dans les villages. Lorsqu'on produit, il faut normalement qu'on essaye de travailler des micro-industries à la base pour pouvoir permettre à ces gens de rester au village. Donc, et à côté de leurs parents. Il faut aussi faire accroître le sacrifice au sein des conseils, au niveau des gestions. Il faut une bonne gestion. Il faut qu'il y ait une confiance quand on dit qu'il faut gérer. Parce que quand on met des structures de gestion à la base, il y a trop de vols de gauche et de droite. Les gens ne mettent pas du sérieux. Ça décourage. Quand vous avez un comité de développement dans le village et qu'il n'y a pas une bonne gestion, il n'y a pas un bon suivi et les projets ne sont pas matures, ne sont pas bien étudiés, c'est un problème. Voilà. Il faut en même temps construire un leadership professionnel, responsable, qui est capable d'être au-dessus des intrigues et qui privilégie l'intérêt général aux intérêts partisans et qui n'est pas directement victime de combats politiques. Vous savez que chaque fois que tu penses à un programme de développement, tu commences à la mettre en place, on voit déjà que tu veux être conseiller municipal. C'est le maire du coin qui commence à te combattre. Et les autres disent que tu veux être député. C'est déjà un problème au niveau du fait que tu ne peux pas avancer. Même au niveau des familles. Il y a des gens qui pensent que tu seras l'héritier du père. C'est un problème. Donc il faut qu'on essaye de conscientiser les gens pour que ce point de leadership qui est improductif puisse au moins trouver des solutions adéquates. Et c'est pour ça que nous parlons de la médiation préventive. Parce que chaque fois que vous faites une chose, faites l'effort de prouver aux gens que vous êtes désintéressés. Anticiper sur le complice, c'est-à-dire c'est penser le bonheur des autres avec eux-mêmes. Ne pas le surprendre avec leur bonheur. Parce que quand quelqu'un entre dans un bonheur qui est même sien et qui n'a pas averti, il va être l'ennemi de son propre bonheur. Parce qu'on ne l'a pas intégré dans les problématiques, il ne comprend pas. Donc il faut toujours consulter au niveau de la base. Il faut faire l'effort d'associer des gens à un programme quand on veut le faire. Il faut donc militer pour l'anticipation à tous les niveaux. Il faut travailler les consciences dans le cadre purement des projets collectifs. Alors, Monsieur Ali Rouchek, je comprends bien, je crois que nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent comprennent exactement ce que vous voulez dire.
Alors vous avez décrié là certaines formes, que ce soit l'individualisme, certaines formes qui poussent aujourd'hui vraiment le pays ou alors l'Afrique dans une sorte de non-développement. Alors, j'espère que dans l'ouvrage, ce que vous avez fait, c'est effectivement trouver des solutions pour que cela soit réalisable. Alors, la question que je voudrais vous poser est celle de savoir comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui, pour ceux qui suivent effectivement dans des villages, vous savez que nous sommes dans une chaîne qui est suivie un peu de partout au Cameroun et dans le monde entier. Alors, ceux qui sont aujourd'hui dans des villages, quel est donc ce programme? Comment vous leur expliquez la base qui pourrait être donc réaliste pour comprendre d'où et comment naît donc ce projet à la base pour monter maintenant, atteindre le niveau par exemple de Donc, je crois que pour être clair et objectif, un véritable projet qui peut produire un changement en Afrique doit partir de la base. Tout à fait. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Rien ne peut se faire rien que par le sommet. Il faut que la base adhère. Donc il faut donc maintenant faire de chaque famille une structure, un micro-État. Ça veut dire que lorsqu'on parle de micro-État, déjà vous comprendre. Je dis que c'est-à-dire une cellule gérée d'une manière à faire que le chef de la famille ait la même mise sur les problèmes de la famille. Sa famille d'abord. Et qu'il soit structuré d'une manière à intervenir dans chaque problème de la société, de la famille. Que les problèmes de santé soient vus par la famille. Que les problèmes économiques au niveau de la famille soient vus. Que les problèmes de chômage entre les enfants soient vus. Que les problèmes de l'éducation même. Et de la qualité des ressources humaines au niveau de la famille soit vue dans l'angle de l'intégration familiale. Nous parlons donc de l'intégration familiale. Ça veut dire que le père, la mère, les enfants, tout le monde. Et nous, en Afrique, nous parlons de la famille élargie. Je dis bien de la famille élargie. Où les oncles sont fédérateurs, où les grands-parents sont là, où tout ce qu'on appelle la famille élargie en Afrique, c'est ça le socle du développement. Et c'est à partir de cette famille élargie, vous allez maintenant structurer ce qu'on appelle, nous avons appelé ici, un amana de garantie familiale. C'est-à-dire le nom que vous donnez au micro-État qui est concernant c'est la famille. amana. Le mot amana veut dire la confiance, la sécurité, la protection et le respect d'engagement. Donc si les gens là ont une culture d'amana, le mot amana c'est un mot arabe, islamique. Nous l'avons puisé parce que ça porte une responsabilité de conscience à tous les niveaux. Parce que le Créateur a dit, je veux responsabiliser les hommes à qui portent la raison, qui portent le libre arbitre, qui répondent de leurs actes. Donc, répondre de ces actes, à chaque moment, veut dire amana. Nous avons donc dit que si vous voulez, vous pouvez mettre sur pied de la famille une structure amana pour garantir la famille. Ça veut dire que tout le monde de la famille doivent être des responsables, doivent être conscients, doivent être ceux-là qui sont impliqués à répondre aux problèmes de la famille. Donc, la famille devient pour eux une amana, une responsabilité. Une responsabilité. Ça veut dire que chaque personne se sent interpellée par les problèmes de la famille. Ça commence par là. Il ne faut pas dire que je m'en fous. C'est ta famille, c'est ton père, c'est ton frère. Il dit je m'en fous. Il a fait sa vie, j'ai fait ma part. C'est que tu n'as pas la manne. Si tu dis que c'est mon cousin, ça ne me concerne pas, tu n'as pas la manne. Et c'est pour cela qu'en Afrique, on dit souvent que les linges, ça se lave en famille. Parce que c'est un lien de sang que tu n'as pas voulu. On ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère, on ne choisit pas sa famille. On se voit l'élite d'une zone. Que tous ceux qui sont là-bas, les fous qui sont là-bas sont les tiens. Les faibles qui sont là-bas t'appartiennent. Les riches, c'est toi. Les insensés, c'est toi. Les ignorants, c'est toi. On va te dire, tu es de quelle famille? On dit que c'est la famille des bandits là. Tu fais partie. C'est la famille des élites qui aident le village. Tu fais partie. C'est la famille des gens éclairés. Si tu fais partie, c'est une bonne famille. Donc la famille doit donc être une bonne famille. C'est pour cela que nous mettons une amana de garantie familiale à la base. Et c'est une caution, nous appelons ça caution structurelle. Donc, ce qui suppose donc que l'Afrique aujourd'hui, en utilisant votre projet, on comprend qu'aujourd'hui que les familles ne seront plus celles-là qui, quand un problème atteint un membre de la famille, tout le monde est désintéressé. Voilà. Mais au contraire, il faudrait plutôt un problème qui est individuel devient maintenant collectif. C'est une conscience familiale. Ça veut dire que si tu tombes, c'est moi qui ai tombé. Si tu es riche, c'est moi qui est riche. Si tu as l'argent, c'est mon argent. Si tu es bien, je suis bien. Si tu es intelligent, je suis intelligent. Ça veut dire qu'il y a un partage de risques et un partage de profit dans la famille. Les risques de la famille sont partagés par les membres de la famille et le profit de la famille sont partagés par les membres de la famille. Nous appelons ça le fondement de cautionnement mutuel par famille.
Et c'est ce qu'on appelle la particularité de la finance islamique, qui veut dire partager les risques et partager le profit à la base. Alors, quel est donc l'avantage de cette union, de cette constitution, comme vous dites, la mana garantie familiale? Quel est donc l'avantage que cela donne au projet de la Ligue? D'abord, non seulement l'avantage d'abord est un avantage que les problèmes, quand un problème vient, si c'est un problème qui demande 50 000, si 10 personnes le mettent en place, c'est déjà, chacun va sortir 5 000. On a 50 000 francs sur place, ça se résout, ça le pèse plus une personne. Et de deux, c'est lié à la politique de pensée collective sur le plan économique. Si dans nos villages, quand les gens partaient cultiver le champ en groupe, si 10 personnes entraient au champ, ils pouvaient finir combien de sillons. Mais quand tu pars seul, tu te fatigues seul, tu bois l'eau, tu t'assois, tu travailles, c'est difficile. Mais quand tu portes un projet, parce que quand nous voyons 10 mains, on n'a pas seulement un main. Nous avons dit que le projet porte 10 membres de la famille, 10 mains, parce qu'il y a 5 et 6, ça porte ensemble. Dieu a donné 10 mains. Nous avons donc dit que chaque famille doit avoir minimum 10 membres qui portent la famille. Donc même s'ils sont dans une famille de 100 personnes, mais au moins 10 membres solides qui peuvent tenir le socle de la famille. Et je l'ai même dit dans mes recherches, que si en Afrique, si chaque famille où il y a 10 personnes, 10 bouches à nourrir, si 3 parviennent à avoir le travail, la famille sera riche. C'est-à-dire si nous avons 3 sur 10 qui travaillent, l'Afrique est riche. Maintenant, on a même des familles où il n'y a pas 1 sur 10 qui nourrit les autres. Ça n'existe même pas. Il y a des familles où il n'y a pas un, c'est-à-dire ça pèse sur quelqu'un seul. Tu es riche seul, ça peut sur toi. Donc à la base, nous avons dit que ça commence par le fait qu'on peut mettre des cautions solidaires, 5 000 francs pour chaque personne qui met ça comme un dépôt pour assurer les risques dans la famille. Les risques dans la famille. Ça veut dire que quel du dépôt? C'est un fonds que je mets pour absorber les risques. Ces fonds que je mets 5 000 francs, je n'attends rien dessus. C'est pour que nous, au niveau de la famille, qu'on réfléchisse comment cet argent peut pouvoir résoudre des problèmes techniquement et rester durable. Parce que ça ne doit pas être un fonds qui va disparaître. Parce que la charité actuellement en Afrique est une charité qui disparaît. Lorsque quelqu'un est malade, tu viens lui donner, c'est fini. Mais c'est fini. Mais nous avons pensé un dépôt durable, qui est même éternel. Ça veut dire que quand je mets mes 5 000 francs là, on va pas me dire après que ça n'existe pas. Ça existe. Mais comment ça doit rester et que ça reste jusqu'à ma mort, après ma mort, ça reste seulement. Ce 5 000 francs ne disparaît pas. C'est le miracle de ce projet. Et si moi j'ai mis 5 000 francs x 10, parce que je ne les mets pas en intention. Mon intention, c'est d'attirer la bénédiction du Créateur sur moi, sur ma famille. 5 000 francs au nom de mon père, 5 000 francs au nom de ma petite-fille, 5 000 francs à mon nom, 5 000 francs pour mon père qui était mort depuis, 5 000 francs pour mes amis, pour que la bénédiction, parce que je veux que cet argent, lorsque les gens s'entraident à partir de cet argent, je m'attire la bénédiction de Dieu sur moi. Si nous sommes à 10, et chacun a mis au moins 10 parts de 5 000, ça fait donc combien? Ça fait donc 50 000. Et donc les 10 là qui ont mis chacun 50 000, ça fait 500 000. Ça fait donc un fonds garant de risque familial. J'ai dit un fonds garant de risque familial. Ça veut dire que c'est 500 000 pour absorber les risques familiaux. Chaque famille a des risques à tous les niveaux, mais il faut l'absorber. Et comme la famille est élargie, la famille africaine est élargie dans un quartier où il y a 100 ménages. Quand ces ménages-là ont réussi à mettre ce fonds de garantie des risques, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 50 millions. Ça fait 50 millions. Et ça quitte le nom d'amende de garantie familiale pour devenir amende de garantie locale. Ça devient un quartier structuré qui a un fonds de garantie risque de 50 millions dans le quartier. Et lorsque cette structure est gérée par la MIDE, la médiation islamique pour le développement, ça devient un réseau de garantie. Parce qu'au niveau d'un arrondissement qui a presque 10 villages, un arrondissement qui a 10 villages, vous allez multiplier 50 millions x 10. Ça fait déjà 500 millions pour l'arrondissement, pour tous les risques. Ça veut dire que le fonds commence à devenir consistant. Et si un département maintenant a 10 arrondissements, ça fait combien? Et si ça a même 100 villages, pareil, ça fait 5 milliards de francs CFA. Et vous avez dans votre département, donc chaque famille est donc garant de risque. Ça veut dire que nous avons la garantie structurelle, qui est l'amende de garantie familiale par famille. Nous avons la garantie humaine, dont 10 membres sont garants de qui ont mis cet argent. Et nous avons en même temps la garantie locale, où chaque famille, chaque village est garant de ce risque-là. Et au niveau de toutes ces structures, au niveau d'un département, ça devient un conseil de médiation départemental et d'intégration. Parce que nous parlons de conseil
de médiation et d'intégration par département. Parce qu'il faut faire la médiation et pour intégrer tout un processus de développement à partir de ce fonds de garantie qui est de 5 milliards par département. Parce que lorsqu'elle est consistante au niveau départemental, ça devient un fonds de garantie pour les entreprises économiques, pour les problèmes de santé, parce que local, parce qu'il y a des partenaires qui veulent aider. Et ils ne peuvent pas aider les gens tant qu'ils n'ont pas la garantie. Et cette garantie permet que l'État lui-même puisse venir aider ses familles. Puisque l'État attire d'autres partenaires qui disent que ces gens-là ne peuvent plus être des voleurs ni des bandits parce qu'ils ont leur propre garantie. En cas de perte, c'est leur argent, leur aumône, leur sadakat qu'ils ont mis là qui vont perdre. Mais pour nous qui les avons aidés, notre argent sera sain et sauf. Et nous pouvons même, avec cet argent, on peut préfinancer les projets sociaux. L'État peut dire, par exemple, vous qui avez 5 milliards de garantie, moi, tous les projets de développement dans votre village ou dans votre arrondissement, préfinancez ça et je paye doucement. Donc, vous préfinancez ça, vous allez lutter contre ce qu'on appelle ici l'escroquerie, la corruption, et vous allez lutter contre le vol, contre les gens qui interviennent, parce que vous savez que l'argent, c'est l'argent de la sadaka que vous avez mis en place. Là, vous allez minutieusement voir les projets, et comme ça sera équilibré dans les villages. Et il y a des projets qui sont des projets de taille de village, les projets de taille d'arrondissement, les projets de taille départementale, qui sont financés par la base de ce programme. Mais comme l'État est le premier à financer ce programme, il dit, bon, faites-le, avec votre argent, je viens réceptionner, après je rembourse. Et comme l'État est garant, l'État ne ment jamais, la population est sûre que c'est ça. Mais si c'est un partenaire qui vient également dire, faites-le, l'État garantit que le partenaire va rembourser l'argent, les populations vont dire non, l'État va garantir, le partenaire peut travailler avec nous. Bon, alors ce même projet, mais ce fonds peut servir à 3 choses. Premièrement, ça peut servir aux crédits sociaux. Parce que lorsque vous êtes dans le village, vous avez les microcrédits que les jeunes universitaires ont montés. Personne n'est prêt à les donner, ça allait donner de l'argent. Oui, personne n'est prêt, tout à fait. Parce qu'on dit qu'ils n'ont pas, c'est pas mature, ils n'ont pas ils ne comprennent rien, ils n'ont pas encore d'expérience. Avec cet argent, comme leur famille ont mis les fonds de garantie. C'est 100 000 francs qui est le fonds de garantie de ma famille. 50 millions qui est le fonds de garantie de ma localité. Garantit le fonds que je veux prendre pour les jeunes de mon village. On peut nous donner 5 millions pour monter notre projet, mais garanti par les fonds sociaux et les fonds sociaux de mon village, au niveau de l'arrondissement, du département. Donc après, maintenant, si ça peut financer des projets sociaux, ça peut aussi financer des projets, des crédits scolaires. Ça peut financer aussi les crédits de santé. Mais tout cela, c'est remboursable. C'est remboursable. Et ça peut en même temps financer les partenariats économiques. Parce que cet argent a besoin de fructifier. Elle peut servir de projets qui sont matures. Après cet argent, on peut financer une partie on peut être actionnaire pour partager le bénéfice à la fin, vu que les risques sont déjà partagés. Oui. Alors, c'est très très intéressant, parce qu'à chaque fois, on a toujours été buté par ce genre de situation. Quand vous allez, par exemple, on a vu des pages UR et autres, quand vous demandez du crédit, effectivement, il y a toujours une quote-part qu'on demande, qui est la garantie, que vous voulez vraiment. Donc, il y a parfois, on demande 5%, parfois c'est 10%, ça dépend du montant que vous demandez. Alors, je comprends maintenant que c'est une situation qui pourrait être résolue par l'explication que vous donnez. Mais la différence ici n'est pas que l'argent que nous donnons, c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui la quote-part. La quote-part, oui. C'est très différent. Oui. Un projet financé à 100% par subvention. Oui. Nous l'appelons ça un dépôt garanti à profit social. Oui. Ça veut dire que le dépôt est garanti par les 5 milliards qui existent au niveau du département. Du département, oui. C'est donc l'argent que le partenaire qui est l'État ou qui est un bailleur de fonds, qui veut faire le social avec nous, il n'a plus besoin de la quote-part. Non, il n'a pas besoin. Vu qu'il a juste besoin de dire que bon, j'ai de l'argent pour faire les puits chez vous, est-ce que vous pouvez faire ce puits-là, je vous rembourse? Parce qu'il veut voir le puits. Il veut voir le puits, tout à fait. J'ai besoin de construire un centre de santé chez vous. Est-ce que vous pouvez construire ce centre de santé, je vous rembourse? Ça veut dire que c'est un dépôt garanti à profit social. J'ai besoin de pouvoir vous aider dans plusieurs activités. Je veux faire avec vous, mais je dois avoir votre confiance. Parce que ça vous appartient. Est-ce que vous pouvez le faire? Et je viens avec l'expertise, on fait ensemble, après on vous rembourse. Donc la structure de base devient non seulement le garant, mais il devient le premier créancier. Oui. Parce qu'il prête de l'argent au bailleur de fonds pour réaliser les projets pour eux. Et quand même le bailleur de fonds vient avec son argent, il est rassuré que cet endroit-là mérite cette aide-là. Vu que la garantie doit normalement rester. Automatiquement, quand on prête de l'argent, il faut qu'on rembourse l'argent pour que la garantie reste. Si l'État ne rembourse pas les prêts qu'on lui a donnés pour réaliser les projets infrastructurels dans ce département, la garantie va partir. Donc il faut que l'État rembourse.
Il faut que les bailleurs de fonds remboursent l'argent que les collectivités, les communautés les ont prêté, qui sont des fonds de garantie de la base. Et de deux encore, nous parlons de l'État, nous parlons ici des bailleurs de fonds, c'est trop loin des populations. Parlons des élites locales. Je suis élite de mon village qui est un Koutaba. Je suis de nous. Bon, mais j'ai mes 1 million que je vais donner pour mon village. Et je sais que mon village a combien? A 50 millions de fonds de garantie. Moi, je dis que moi, je vous prête 1 million, vous faites des activités économiques avec ça, et après, vous me remboursez après 1 an. Sous la garantie de ces 50 millions, je vais les prêter. Tout à fait. Si nous sommes 10, on va prêter donc aux jeunes 10 millions sans attendre un bénéfice, mais rechercher seulement que notre argent soit remboursé. Donc les élites actuellement, même qui sont les députés, qu'on les donne l'argent, ils peuvent venir avec cet argent financer leurs jeunes sous la garantie de ce fonds. De ce fonds-là. Donc tout le monde peut, à partir de ce socle de financement qui est un fonds de garantie qui n'appartient à personne, qui fait partie des deniers publics. Je dis bien les 5 milliards font partie des deniers publics. Parce que c'était un fonds de garantie mobilisé par des familles pour social et collectif des familles et de la localité. Donc ce n'est pas l'argent qui appartient à personne. Et une famille ne pourrait pas être contente d'avoir perdu l'argent de leurs aïeux qui ont perdu. C'est de l'argent qu'on a fait, parce que chez les musulmans on parle souvent de sadaka. Oui. Je dis le sadaka pour les morts c'est sacré. Voilà. Quand j'ai même mes 5 000, il y a même des gens qui veulent mettre, ils m'ont dit qu'ils vont même mettre 500 000 francs pour leur père qui est mort. Oui. Parce que le père est éduqué. Le père a trop travaillé. Il faut qu'il mette quelque chose dans la caisse. Parce que comme cette caisse ne s'épuisera jamais, on appelle ça sadaka jariya. C'est une sadaka durable, à durée indéterminée. Ça restera perpétuel pour aider les gens d'une manière tournante. Il veut mettre 1 million pour son père qui est parti. Il vient à la MID, à la médecine pour le logement, il met cet argent et l'argent part maintenant dans son village d'origine pour pouvoir maintenir les problèmes de sa famille et les problèmes des gens qui sont proches de lui ou les problèmes des gens qui veulent les aider, qui veulent les voir aider. Et il peut le faire d'une manière, un don définitive, comme il peut faire un prêt sans intérêt. Ou comme il peut donner ça en partenaire économique à bénéfice partagé. Ça veut dire que quelqu'un peut venir investir à cause des argents sur 3 volets. Premièrement, venir mettre sa part de l'argent sans attendre quoi que ce soit. Deuxièmement, venir prêter de l'argent à la structure qui existe de son village pour qu'après 1 an, 5 ans, on lui rembourse son argent parce que le bénéfice va servir à faire le social. Troisièmement, devenir partenaire économique, venir avec son projet, dire qu'on partage le bénéfice ensemble. J'ai besoin de gagner, mais j'ai besoin de la garantie de cette structure. Je sais que chez vous, quand je viens ici, s'il y a perte, c'est la structure familiale qui perd, pas moi. Je ne veux pas prendre de risques. C'est pour cela que j'ai fait avec une structure qui a un fonds de garantie. Mais je veux le profit sans prendre de risques. Et en ce moment-là, en islam, on dit que c'est un dépôt garanti à profit partagé. Ça veut dire que vous avez mis un fonds de l'argent là où il y a déjà une assurance risque. Donc, vous partagez le bénéfice sans partager le risque. Alors, amis téléspectateurs, nous allons tout simplement prendre une pause pour revenir sur ce plateau, effectivement, approfondir ce magnifique et surtout ce projet innovant. Alors, nous allons à la régie. C'est aussi une force, une manière aussi, effectivement, de lancer cet avis à beaucoup de mécènes et autres pour, effectivement, donner et participer à la production de cette émission. Nous allons juste à la régie et nous nous retrouvons juste après. Bienvenue à Crédit. Pour toutes vos transactions immobilières, une seule adresse, Line Immo. Line Immo est une agence immobilière qui met à votre disposition des parcelles loties, des parcelles pieds dans l'eau à des prix imbattables, la location des voitures de luxe, la réservation de vos hôtels et appartements meublés pour votre séjour dans la cité balnéaire. Avec Line Immo, nous assurons toutes vos procédures foncières et cadastrales jusqu'à l'obtention de votre titre foncier. Infoline 699 88 32 04. Email line.touré@yahoo.fr. Avec Line Immo, c'est la sécurité foncière assurée.
La télé au bout d'un clic en Mondovision. Désormais, passez le message. La télévision numérique Line vous appartient. Google Play, App Store, APK, Line TV sur desktop et laptop pour notre culture. Attention, ces applications sont téléchargeables et visibles aussi sur vos téléphones mobiles. La science construit notre savoir-faire. Vous savez, la littérature ne se limite pas au maniement de la langue, mais à la façon dont un écrivain représente le monde. Le jeune homme s'entête à vouloir faire à ce qui se reconnaissent. Bah oui, Maïlène, c'est une star, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours eu tout le monde à ses pieds. Lorsqu'on a interdit l'union des populations du Cameroun, les UPCistes sont entrés dans le maquis. Alors, amis téléspectateurs, merci de toujours être là sur cette grande émission, sur la grande chaîne Line TV. Nous sommes très contents d'être avec vous et pour cette édition, nous parlons de cet ouvrage « Programme de médiation pour le développement local en Afrique » qui donc a été commis par le cheikh Aliou, lui-même médiateur et directeur du centre islamique ou alors des repentis de Nimboman. Donc c'est un monsieur averti. Alors, on était donc en train de parler effectivement de ce programme qui a été effectivement bien détaillé dans l'ouvrage que vous avez commis. Alors, la question, puisque vous étiez en train de justement de développer cet esprit, la manière à laquelle le programme peut effectivement être mis en place. Alors, c'est la question que je voudrais vous poser. Vous avez développé l'association, comment est-ce que les gens peuvent se constituer, comment vous avez pensé. Alors la question que le téléspectateur qui nous suit est celle de savoir comment est-ce que vous avez pensé à la gestion de ces fonds et surtout est-ce que déjà l'AMID que vous êtes directeur ou président, est-ce que cette association a prévu donc une formation adéquate aux gestionnaires? Oh, avant que je n'entre dans le volet formation, le volet ressources humaines, oui, je vais d'abord développer les éléments stratégiques, oui, qui permettent que ce projet prenne corps. Et comme c'est dit dans le document, nous avons dit de la diaspora à la base d'origine, de la diaspora des localités africaines à la base d'origine. Vous savez qu'en Afrique, pour penser un plan de développement, sachez que la crème intellectuelle africaine, ils sont tous dehors, ils ont immigré les villages. Ils sont partis à la recherche des opportunités de survie. Ils sont à la quête de l'intégration nationale, de l'intégration africaine et même internationale. Donc, le phare du développement d'un village n'est que son élite. Et quand ces élites vivent le village, qu'est-ce que vous attendez que le village va devenir sans son élite? Et quand ils viennent au village, ils n'ont pas le temps de pouvoir mesurer les problématiques du développement du village qui peut permettre à eux de devenir les personnes ressources pour développer ce village. Et c'est pour cela que nous avons dit que, nous avons dans ce projet dit, premièrement, il faut des objectifs stratégiques. La première objectif stratégique, c'est mieux organiser les villes extérieures et locales autour des organes de la MID. Ça veut dire que les structures de ce projet prennent corps avec ce qu'on appelle ici, à l'extérieur, comme Douala, Yaoundé, où ils sont très nombreux. Quand vous prenez les deux grandes villes du Cameroun, vous allez voir que c'est le socle. Les endroits où presque tous les quartiers du Cameroun, les villages du quartier sont représentés. Il n'y a pas un village, une zone rurale camerounais qui n'a pas ses enfants à Douala et à Yaoundé. Donc nous interpellons ces gens. Et nous leur disons que voilà comment vous pouvez démarrer avec ce projet. Mettez en place ce que nous appelons ici un comité de médiation extérieure du village de Mangum, à Douala, à Yaoundé. Et ensuite, connectez-les avec le comité de médiation locale du village de Mangum dans votre village d'origine. Ces connexions de l'élite locale avec l'élite extérieure qui existent déjà parce qu'ils le font dans le cadre purement du comité de développement. Mais nous avons insisté sur la médiation parce que le mot développement doit marcher avec la paix. Quand nous parlons plutôt du comité de médiation locale, ça veut dire un comité qui va
travailler pour maîtriser les conflits qui sont source de l'échec des projets. Qui va travailler d'abord parce que la bonne médiation, c'est l'éducation de masse. La bonne médiation, c'est la concrétisation. La bonne médiation, c'est la culture de la moralité et une bonne culture de la tolérance. La bonne médiation permet à l'élite d'accepter l'autre. Parce qu'ensemble, ils peuvent créer ce que nous appelons ici un comité d'expertise pour monter des projets de développement de leur village. Et connecter ce projet de développement avec ceux des villages voisins. Parce que les gens sont maintenant, ils sont structurés d'une manière que les comités de développement local à l'extérieur ne sont pas connectés au comité de développement d'arrondissement. Et ce comité de médiation par arrondissement peut se connecter également par celui du département. Nous disons que pour venir signer avec nous, la MIDE, un accord de partenariat par département, 5 personnes, il suffit à 5 personnes de chaque département qui a compris ce projet de venir à Sonen Nimouman, rencontrer le médiateur président que je suis, que je travaille avec ce qu'on appelle ici le plan, un accord de partenariat pour que ce projet puisse s'implanter dans leur département. Comme c'est un programme de deniers publics, l'État est le premier partenaire. Nous avons fini avec l'État parce que toutes les structures, que ce soit le Premier ministre, la présidence, les ministères de l'économie, le ministère des finances, toutes les structures gouvernementales sont conscients et au courant de ce projet. Et donc nous sommes en train de, notre partenaire institutionnel maintenant, qui est la Banque des PMI, travaille avec nous dans le cadre de ce programme, comme nous mettons en place en tant qu'association humanitaire, une société de consommation mutuel au Cameroun. Donc, en venant prendre ce pan du projet, en tant qu'élite départementale d'un département du Cameroun, vous êtes donc maintenant en train de créer pour vous un lien entre votre département et l'État du Cameroun dans le cadre du consommation mutuel. Et les bailleurs de fonds de l'État dans le cadre du consommation mutuel, parce que vous allez mettre en place un système qui permet à votre quartier de garantir les projets, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les petites et moyennes entreprises, que ce soit l'économie du département, d'attirer le financement vers votre de qualité, qui ne coûte rien. Nous, quand vous venez vers nous, vous allez comprendre réellement que ce programme est très stratégique. Mais nous demandons maintenant de canaliser les intelligences pour les mettre au service du projet de développement local. Ça, c'est notre deuxième objectif. Les intelligences, aujourd'hui, quand on les canalise, on peut maintenant les pousser vers, parce qu'il y a plusieurs intelligences. Il y a l'intelligence des jeunes universitaires, qui sont nos enfants qui sont à l'université. C'est eux qui vont nous remplacer. Il y a l'intelligence des jeunes, des personnes qui sont en train de travailler dans différentes structures gouvernementales ou privées. Il y a l'intelligence de ceux qui vont en retraite. Mais quand ils sont déjà retraités, ça veut dire qu'ils sont matures. Ils peuvent maintenant revenir dans ce programme, prendre relais dans leur village. Les autres refusent de rentrer dans le village, travailler là-bas. Quand ils vont en retraite, ils ont conçu des châteaux à Yaoundé. Ils ne veulent ni venir aux réunions extérieures de développement, ils ne veulent ni aller se reposer dans leur village pour continuer à réfléchir et mourir jeune. Je dis bien mourir jeune parce que quand tu meurs dans un programme de développement local, tu meurs jeune parce que tu continues à être celui qui va redynamiser les comités de secours et de vigilance, le comité des sages de discipline. Parce que nous disons, quand nous mettons en place des structures de base, que nous appelons comité de sages de discipline, dans chaque quartier, c'est pour les personnes âgées de plus de 40 ans. Quand nous mettons en des structures qu'il faut désanimer, le comité de secours et de vigilance, c'est pour les personnes, les jeunes de moins de 35 ans, de moins de 40 ans. Quand nous mettons les cas de solidarité à la base, c'est pour donc ces personnes-là qui peuvent, ces femmes qui vont militer pour ce programme au niveau du développement. Donc, que ce soit l'élite, femmes, jeunes ou personnes retraitées qui est à l'étranger, il a la possibilité de rejoindre sa famille à partir d'où? À partir de sa zone de résidence à l'extérieur. On les connaît. Et maintenant, à ce moment, nous allons réduire les coûts des projets locaux. Et comment? Par l'utilisation de main-d'œuvre bénévole. Les projets sont chers pour les monter. L'expertise est rare. Mais l'élite doit normalement donner ça comme sadaka, comme charité à ces gens. Vous travaillez déjà au ministère, vous travaillez dans un projet privé, sacrifiez ne serait-ce 1 heure de temps par semaine pour regarder les projets montés par les jeunes, enlever les coquilles qui ne sont pas bons dedans, réorienter, laisser les jeunes le faire. Les jeunes sont les volontaires que vous pouvez les payer par mois, parce qu'ils sont jeunes, ils sont en train de démarrer, ils sont en stage, et vous qui êtes l'élite avertie, qui n'avez pas de temps, venez avec votre idée, corriger et orienter ces enfants pour qu'ils montent des projets corrects. Ça va réduire les charges de fonctionnement de ce programme. Parce qu'on peut diminuer beaucoup en mettant notre expertise au service du développement local.
Parce que c'est la question que je voudrais poser. Est-ce que ce programme aujourd'hui est un programme où chaque individu peut s'approprier, ou alors il y a une formation que vous avez pensée derrière? Bon, dans le cadre purement technique, nous avons fait que c'est un programme d'abord basé sur 2 volets. Oui. Il y a le volontariat et le bénévolat. Le volontariat, c'est un mécanisme de service humanitaire que les jeunes qui viennent de finir l'école, qui veulent maintenant l'école de la vie, parce qu'ils ont fini la vie de l'école, mais ils veulent maintenant l'école de la vie, ils viennent à l'Institut de management islamique professionnel, où je suis le principal formateur avec mes collègues. Ils viennent maintenant chez nous, à Sonnen Nouman. Nous les faisons les concours, ce qu'on appelle ici les séminaires de recrutement. Parce que ce programme, nous pouvons recruter tous ceux qui sortent de l'école pour les mettre dans un système d'intégration professionnelle. Parce qu'il faut normalement qu'ils passent par ce qu'on appelle, au lieu de parler de stage, nous parlons plutôt de réforme, de donner à ces personnes qui sont jeunes une qualification. Parce que les autres ils sortent de l'école, même s'ils sont qualifiés sur le plan économique, ils n'ont pas touché de droit les problèmes. Nous les mettons, on les prend, on fait un séminaire, on retient 50 personnes parmi eux, pour un premier tas. Bon, comme c'est par département, nous faisons un mixage. On mélange ceux du département du Nord avec ceux du département de Fundi, on mélange les Bamlékés avec les Aoussa, on mélange les musulmans avec les chrétiens, on fait ce qu'on appelle ici un mixage de groupe pour les apprendre à aller dans un village et vivre ensemble pendant 3 mois. Et chacun maintenant, comme s'ils sont recrutés, c'est eux qui contribuent avec leur argent. On les apprend à aller financer un plan de développement avec leur propre argent. Ils n'ont pas d'argent, mais je sais qu'ils financent des écoles à l'étranger à des centaines de millions. Maintenant, ici, nous demandons 50 000 francs par mois, par personne pour 3 mois. Et cet argent, quand ils sont à 10, ça fait 1,5 million, que eux, maintenant, nous accompagnent dans un village où on va mettre le projet ensemble. Pendant cette formation dans le village, au niveau du village, ils sont 10, on les apprend à aider les parents, à structurer les mamans, à aider les familles. On vit avec eux comme les volontaires. Ils vivent à partir de leur argent. S'ils ont des choses à construire, s'ils ont des champs à aller au champ, ils vont aller au champ. Des choses que les parents font au village, ils font. En tant que jeunes, ils sont 10 dans le village, ils sont suivis par l'administration. Le sous-préfet, le maire, le chef du village, les prêtres, les imams, ils sont derrière ces jeunes qui sortent fraîchement de l'école, qui maintenant vont prouver par leur propre argent leur service humanitaire. Ils vont prouver aux gens que nous savons laver les pieds des parents, nous savons nettoyer les WC qui sont au village, nous savons nettoyer les alentours des maisons, nous mettons les jeunes en comité de secours et de vigilance, on les anime, parce que nous on les appelle les animateurs économiques, socio-économiques. C'est les animateurs, on les appelle les animateurs socio-économiques de la MIDE, qui font de la médiation économique dans le village. Ils sont 10. Ils viennent ils présentent aux gens comment on peut vivre sans être tant un problème d'un musulman, que toi tu es chrétien, que toi tu es bamléké, toi tu es ceci. On les mélange. On met au moins 2 femmes parmi eux, pour qu'on sache comment se comporter avec ces femmes qui sont nos sœurs. D'autres vont faire la nourriture, faire tout. Ils sont des jeunes, ils ont 3 mois à faire dans ce quartier pour enseigner aux gens comment on peut structurer le quartier et mobiliser les fonds de caution solidaire. Les instructions, c'est 2 000 francs par personne. S'il y a 100 familles, de 10 âmes de vie, ça va faire 2 millions qui vont trouver ça sur place. Et si chaque personne commence à même avec 5 000 francs de Sadakat, un début, ils ne vont pas quitter là-bas à 3 mois sans laisser au village 7 millions de francs CFA. Parce que sur 1000 personnes, 5 000 francs, ça fait directement presque 7 millions que les gars vont mobiliser, laisser au village. Cela s'ajoute dans les Sadaka qu'on a parlé tout à l'heure, des 50... Non, mais c'est là, sur le démarrage, parce qu'ils arrivent dans un village où les gens ne connaissent pas ça. Il n'y a pas, les gens, ils peuvent parler avec les mêmes vides. Tout à fait. Comme ils doivent parler comme ça, nous à la MIDE, nous sommes en train de développer un système où nous voulons avoir au moins certains jeunes qui s'inscrivent à un fonds de charité. Oui. Vous savez qu'on appelle charité? Ça veut dire que je viens prêter l'argent à la MIDE, je lui prête 500 francs par jour, je lui prête 100 francs, je lui prête 1000 francs, je lui prête 2000 francs pour 1 an. Et cet argent, la MIDE va me rembourser après combien de temps? Après 1 an. Et donc, après cet argent, si nous avons presque 1000 personnes qui nous prêtent cet argent, ça fait combien? Après 500 000. Alors là, c'est le volet du volontariat. C'est le volontariat, parce que ceux qui prêtent cet argent sont des personnes qui sont originaires des villages. Oui. Si nous avons 10 personnes par village qui font ça, et vous avez 100 villages qui adhèrent à ce programme, ne serait-ce que 10 000 francs. Oui. Ça vous fait 1 million. Et 1 million, 100 villages, oui. C'est l'argent de développement local, oui, qui sont des prêts.
Il ne donne pas, ce n'est pas un don. C'est pas un don, oui. Il prête l'argent là à la MIDE pour que la MIDE puisse aller avec cet argent stimuler la mise en place des structures de garantie à la base. À la base. Et à partir de cela, les bailleurs de fonds peuvent le faire, les personnes, parce que nous parlons des personnes qui sont tellement faibles, qui n'ont pas de moyens, mais ceux qui sont riches, c'est d'abord leur travail. Oui. C'est eux qui peuvent venir dire que le programme de la MIDE nous intéresse. Nous voulons lui prêter 10 millions et on rembourse après un an. Par cet argent-là, quand nous prenons par exemple 10 millions, on envoie 10 jeunes dans un village avec 10 millions. Ces jeunes peuvent, dans le même village avec 10 millions, construire la maison, construire le local, qui va abriter le projet. Alors, et retirer... le temps nous tient à la gorge. Je voudrais effectivement que vous abordiez aussi l'autre côté, que vous avez développé dans votre ouvrage, le côté bénévolat. Oui, le bénévolat, nous avons parlé que le bénévolat, c'est un côté miracle de ce projet. Le mot bénévole, c'est-à-dire intervenir dans un projet sans être permanent, mais de loin. Et c'est pour cela que nous allons parler plus des concepts de la médiation préventive. Parce que les bénévoles, ce sont eux qui seront le socle de cette médiation. Ils vont faire le travail en amont. Quand une personne est bénévole, ça veut dire qu'il contrôle la jeunesse. Il fait l'effort d'être celui-là qui a de l'humanisme, qui sait bien, parce que les enfants, les jeunes aujourd'hui ils ont ce qu'on appelle ici, la volonté d'aller vite, mais ils ne connaissent pas les difficultés. Moi, quand j'étais très jeune, je courais trop. Maintenant, avec 52 ans, je peux agir comme un vrai bénévole. Je peux guider les gens, leur dire que là-bas c'est dangereux, ne faites pas ça, soyez plutôt comme ça. Un bénévole, c'est quelqu'un qui n'est pas payé par le projet, mais il attend son salaire de qui? Du créateur. Et de deux, ces deux bénévoles seront payés aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent au gouvernement actuellement et qui travaillent dans des structures qui ont besoin de compléter leur salaire. Mais ils ne vont pas avoir 200, 300, 500 000 francs de salaire. Mais avec un peu qu'on les donne, il se suffit pour nous faire du travail. Ça permet que le coût du projet, comme c'est un projet humanitaire, ça devient moins cher. Au lieu de peser trop lourd sur le système. Parce qu'il faut le fonctionnement est aussi lourd. C'est un projet qui demande trop de travail. Et comme je parle des jeunes qui sont en formation là, après un an, après 3 mois, nous les donnons les crédits de 1 million chacun. Ce crédit que nous les donnons, nous appelons ça crédit de stabilisation en termes de formation. Ils sont 10, ils ont ce crédit. Ça fait 10 millions de crédits. Avec ces 10 millions de crédits, ils se retrouvent maintenant au niveau d'arrondissement. Ils créent leur agence pour gérer les programmes qu'ils avaient déjà mis dans les villages. Tout à fait. D'abord, 150 000 francs, c'est leur argent. 10 millions, c'est toujours leur argent. Ils étaient 10 avec 150, ça faisait combien? Ça fait 1,5 million qu'ils ont fait, pendant le village. Les 10 millions qu'on les a après. Mais après, donc maintenant, c'est un an, ils deviennent des salariés du projet. Ils sont recrutés définitivement parce qu'ils ont déjà mobilisé les fonds de garantie à tout. Parce qu'en un an, s'ils font ce travail, chaque village peut avoir donc ces 500 millions. Et le département, si on verse des gens, des jeunes, des universitaires dans ce département, on peut facilement avoir des 5 milliards. Et dans tout le Cameroun, on peut avoir ce qu'on appelle, pour les 56 départements, un fonds de consommation mutuel d'ici 5 ans. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Les dernières que vous allez rapidement, en 1 minute, les conseils pratiques pour optimiser donc la collecte. Comment est-ce que, j'ai vu, vous avez déjà l'ouvrage, ça m'a étonné, vous ne l'avez pas aussi, c'est pas aussi cher. Je vois que vous l'avez mis à 2 €, ce qui équivaut à 1000 francs. 1000 francs CFA. Que quelqu'un peut acquérir cet ouvrage pour mieux comprendre ce que c'est. Et vous avez dit tantôt que vous avez besoin, effectivement, dans le côté volontariat et bénévolat, que les gens viennent effectivement s'approprier du projet. 500 électroniques. Si quelqu'un envoie 500 francs, on ne le donne pas électronique. Oui. Il y en a 500 francs électroniques, 1000 francs par papier comme ça. Le document. Ok. Alors, nous sommes vraiment très fiers du projet. Et quels sont donc, en quelques mots... Pour maximiser la collecte, le groupe de 5 personnes qui viennent chez nous pour s'engager doivent fortement associer 2 groupes de personnes. Ils doivent associer leurs élites et leurs étudiants. Et ils doivent mettre les personnes qui sont dans leur village en confiance. Et ils doivent associer l'administration publique, le sous-préfet, le chef de village, le maire, pour que comme c'est un projet qui n'appartient à personne, c'est un projet dont l'État seul est garant. Parce que c'est un projet des deniers publics, ils doivent associer l'administration dans la mise en place de ce programme. Parce que ce n'est pas un programme qu'un individu va aller le faire seul. Si tu ne le fais pas comme ça, tu vas te créer des problèmes. Parce que les gens ne vont pas adhérer. Il y a trop d'arnaques dehors. Il y a trop d'arnaques. Les populations ne sont pas prêtes encore à cotiser parce qu'il y a des gens qui les arnaquent. Donc il faut qu'un projet comme ça, qui est un projet de renaissance africaine, puisse être protégé par l'État à travers le sous-préfet, à travers les commissaires, à travers les commissariats, à travers la gendarmerie. On met toutes les personnes qui sont garantes de la sécurité publique autour de ce projet.
Vous ne pouvez pas vouloir se faire. C'est un projet qu'on peut pas le faire en catémini. On ne peut pas le faire en catémini. C'est pour ça que nous parlons de ce projet à la télévision. On ne peut pas le faire en catémini. Oui. C'est un projet de sauvetage africain. C'est un bateau de sauvetage africain. On ne peut pas le faire dans le cadre purement d'un groupe religieux. Je suis musulman, c'est un projet d'intégration laïque. Donc l'islam apporte son apport pour la réforme et la structuration et l'aide sociale dans l'espace laïque, avec d'autres religions qui sont le christianisme et d'autres religions qui sont là. Donc ce n'est pas un projet qui exclut qui que ce soit par rapport à sa religion, par rapport à sa tribu, par rapport à son clan politique. Ce projet efface tout ce qu'on appelle ici le clanisme politique. Ça met les gens au travail. Ça empêche qu'ils ne passent tout leur temps pour penser politique. Le politique, quand elle se pense quand on doit aller aux unes, mais après on rentre travailler. On ne peut pas passer tout le temps à penser problème religieux. Quand vous le faites, vous êtes dans l'église, vous pensez, vous êtes à la mosquée, vous pensez, mais il faut quand vous êtes dehors, quand vous avez des choses à faire en commun, vous sachez que la route vous concerne, les prix vous concernent, la santé vous concerne, l'éducation, la profession vous concerne, vous êtes tous interpellés. Donc il n'y a pas de, le développement n'a pas de couleur religieuse, ni de couleur politique, ni de couleur linguistique, ou de couleur, je ne sais pas comment on va appeler. Ça ne regarde pas ni les anglophones, ni les francophones, ça regarde tout le monde, ça n'a rien à voir avec la langue. Le développement est collectif, elle est participative, elle est inclusive. Alors, c'est bien dit, on peut ne pas être d'accord avec les dires de chacun, mais on évite tout simplement de créer de la haine pour cela. C'est pour dire à nos téléspectateurs que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Il faut tout simplement dire que la médiation préventive et la finance solidaire éthique islamique se veut une synergie de paix, d'intégration sociale pour la relance économique dans chaque localité d'origine en combinaison avec la diaspora dans le monde. Alors, ça c'est bien dit. Et pour que nos téléspectateurs comprennent mieux cette émission, il faut dire que c'est une émission couplée avec la première émission. Parce que beaucoup vont se demander, mais pourquoi est-ce que cette émission est plus technique? C'est parce que le premier livre, vous l'avez présenté d'une manière générale. Voilà. Mais là, vous avez commis un autre ouvrage qui est de plus technique. C'est pour ça que je renvoie aux téléspectateurs sur les deux émissions. Et les prochaines émissions seront encore plus digestes. Voilà. Parce que maintenant, les deux sont un peu lourds. Et vous savez que nous étions donc avec l'expert de la finance islamique, de son état, Cheikh Ali Yuen, est le pionnier donc principal du système de la médiation islamique pour la culture, de la paix et l'appui au développement. Alors, il faut dire que nous sommes à la fin de cette émission et nous renvoyons tout simplement nos nombreux téléspectateurs la semaine prochaine, dès lundi. Inch'Allah. Vous pouvez déjà être là et vous serez servis avec la voix du livre sur Line TV et nous remercions toute la grande équipe qui s'est mobilisée pour cette émission. Inch'Allah. La science construit notre savoir-faire. Vous savez, la littérature ne se limite pas au maniement de la langue, mais à la façon dont un écrivain représente le monde. Le jeune homme s'entête à vouloir faire à ce qui se reconnaissent. Bah oui, c'est une star, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours eu tout le monde à ses pieds. Lorsqu'on a interdit l'union des populations du Cameroun, les UPCistes sont entrés dans le maquis, c'est-à-dire dans la clandestinité. Mais à la façon dont un écrivain représente le monde. Le jeune homme